Alors, le sujet, effectivement, aujourd'hui, c'est sur l'avenir de la vie sur la Terre. Évidemment, personne ne connaît l'avenir de la vie sur la Terre, mais on sait qu'il est très préoccupant. Et c'est autour de ce thème et autour du thème qu'il faut maintenant s'arrêter, réfléchir, et la contribution de tout le monde est importante pour en sortir parce que, évidemment, la situation n'est pas géniale. Souvent, on me demande quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie. Ah bien, c'est simple. L'astronomie, comme toutes les sciences, nous raconte d'où nous venons, quelle est l'histoire cosmique depuis 14 milliards d'années qui font qu'avec l'évolution, les étoiles, les galaxies, nous en sommes venus à exister. Ça, c'est le passé, c'est la science. L'écologie, c'est comment y rester dans des bonnes conditions. C'est se rendre compte du fait que cette belle histoire est aujourd'hui sérieusement menacée, sur la Terre en tout cas, mais on ne sait pas s'il y en a d'autres ailleurs, et qu'il faut maintenant essayer d'avoir une vue d'ensemble du phénomène pour essayer de le guider. Et je vais en particulier parler vers la fin de la COP 21 et tout cela, c'est-à-dire ces conditions essentielles sans lesquelles il n'y a pas de science. Si on n'arrive pas à vivre sur la Terre, eh bien la recherche et toutes les merveilles qu'elle nous raconte, ce sera du passé. Donc c'est assez concret. Il y a le passé et l'avenir, il y a la science et l'écologie pour essayer que ça se poursuive bien. Alors je vais commencer assez loin dans le passé, dans le bon vieux temps où la Terre était le centre du monde. Malheureusement, les choses sont changées. Il arrive souvent que des découvertes scientifiques faites avec des instruments tout à fait ordinaires vont complètement bouleverser des milliers d'années d'opinions, de croyances, de pensées dominantes. Et un des exemples, bien sûr, vous le connaissez, mais je remonte à un des plus anciens, qui est justement l'histoire de Galilée. Galilée, il a un tout petit télescope, c'est même pas un télescope, c'est une lunette, c'est rien du tout. Vous voyez, ça se place dans un salon. Vers 1610, un des premiers, c'est pas le premier maintenant, on le sait, mais il observe Jupiter. Et qu'est-ce qu'il voit quand il regarde Jupiter? Il voit la planète Jupiter au centre et il voit 4 petits points. Qu'est-ce que c'est? Sauf que le lendemain, il regarde encore, les 4 points sont encore là, mais ils ont changé. Il y en a qui sont passés à gauche, il y en a qui sont passés à droite. C'est de là qu'il a l'idée du système solaire. Il se dit, c'est comme le système solaire, avec le Soleil au centre et les planètes autour, et ça lui donne cette idée que la Terre n'est pas le centre du monde, elle est un satellite, et ça va bouleverser évidemment toute la pensée humaine profondément. Alors voilà donc maintenant, la Terre n'est pas le centre du monde. Alors maintenant, on va passer à une autre étape qui est plus récente, ça se passe vers 1925, autour non pas seulement du système solaire, mais de l'univers lui-même, et on va arriver à pouvoir toucher à l'histoire de l'univers. L'histoire de l'univers, eh bien évidemment, il y a longtemps qu'on y pense, qu'on se pose des questions. Aristote a écrit des trucs là-dessus. Aristote, il est formel. Il dit l'univers est éternel. Il a toujours existé, il existera toujours. Il n'y a rien qui change dans l'univers. Voilà encore un exemple de pensée dominante, en tout cas en Occident, dans la vision scientifique des choses, c'est ça. Mais arrive un autre homme qui s'appelle M. Edwin Hubble, qui lui a des instruments plus puissants que ceux de Galilée, et il va en faire des choses intéressantes. Il a droit, ça se passe en Californie dans les années 1925, il a droit à des vrais télescopes de grande dimension. Vous le voyez ici en train de regarder, et il se prépare lui-même à changer profondément notre vision de l'univers. D'abord, il montre qu'il existe des galaxies. Jusque-là, on voyait dans le ciel des taches sombres, des taches un peu floues, Andromède par exemple, et on était convaincu que c'était des nébulosités dans notre galaxie.
il regarde de près et il découvre que ce n'est pas du tout. Ce sont des univers comme notre Voie lactée, bien en delà. C'est ce qu'on appelle des galaxies. J'en ai mis un exemple pour ceux qui ne seraient pas familiers. Une galaxie, c'est un amas d'étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles dans une galaxie, autour de 100 milliards. 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et il va plus loin, lui et ses successeurs, et ça ne se fait pas en peu de temps, montrent que le nombre de galaxies dans l'univers est également de l'ordre de plusieurs centaines de milliards. Donc la première découverte fantastique que fait Hubble, c'est de montrer que cet univers qu'on croyait tout petit, il y a la Lune, le Soleil, la Terre, quelques étoiles, ça n'est pas le cas. Il est vraiment gigantesque, au-delà de toute imagination. Il est peut-être infini, mais ça, c'est pas sûr. Il y a des indications qui iraient dans ce sens-là, mais c'est encore pas vraiment probant. Et on a, grâce à ce télescope de Hubble, et grâce au télescope Hubble, celui qu'on lance dans l'espace et auquel on donne le nom de M. Hubble, on a des images de l'univers. De quoi ça a l'air l'univers quand on est, pas en dehors, mais dans les plus grandes échelles? Eh bien, je vais vous montrer un document qui est assez récent. La plupart de ces choses-là sont connues depuis peu de temps. Et vous allez voir de quoi ça a l'air notre univers vu à une échelle tout à fait différente. Voilà. Ce que vous voyez là, chaque petit point ici est une galaxie contenant elle-même des centaines de milliards d'étoiles. L'aspect de l'univers dans son ensemble, c'est ça. C'est des galaxies, des galaxies. Si on pouvait aller se promener, vraisemblablement, c'est ça qu'on verrait. On croiserait des galaxies, on en verrait des nouvelles. Est-ce qu'on reviendrait au point de départ, comme quand vous faites le tour de la Terre en avion? Vous savez bien qu'il n'y a pas, à un moment donné, une frontière de la Terre. Il n'y a pas un endroit où c'est écrit « fin de la Terre ». Vous savez, comme quand vous sortez des villages, il y a une croix, c'est marqué « fin de ». Il n'y a pas ça sur la Terre, il n'y aura pas ça dans l'univers, mais il y aura peut-être toujours de nouvelles galaxies si l'univers est infini. Mais Hubble va découvrir une autre chose. Non seulement il va nous donner une dimension gigantesque, une idée des dimensions gigantesques de notre univers, mais il va découvrir un autre élément qui pour nous va être plus important dans le cadre de cette conférence. D'abord, il va, avec son télescope, il va regarder les galaxies, puis il va dire qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que peut faire un astronome qui a un télescope et qui regarde une galaxie? Bien, il peut faire ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mesurer la distance. Il peut arriver à dire, voilà la distance des différentes galaxies. Puis, il peut aussi dire leur vitesse. Il peut dire si elles s'éloignent ou si elles s'approchent. C'est la même technique que les flics sur l'autoroute quand ils vous collent des contraventions parce que vous allez trop vite. C'est l'effet Doppler. Donc, il fait des catalogues des étoiles avec ces deux paramètres, distance, vitesse. Et là, il a une surprise, une stupéfaction tellement forte qu'il n'y croira pas pendant longtemps. Ce sont ses étudiants qui vont le rassurer. Il va découvrir, premièrement, que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Deuxièmement, qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. C'est-à-dire que les galaxies qui sont tout près s'éloignent, à cette échelle c'est vite quand même, des centaines de kilomètres par seconde. Alors j'ai représenté dans ce petit diagramme, voilà l'œil de Hubble. En parenthèse, n'imaginez pas que, comme le suggère ce dessin, nous sommes au centre de l'univers. Toutes les galaxies verraient la même chose. Des observateurs sur n'importe quelle galaxie verraient la même chose, c'est-à-dire toutes les galaxies s'éloignent et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Et alors, il en arrive à cette conclusion. Alors, si c'est comme ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus proches. Ça veut dire qu'à l'avenir, elles seront plus loin. Ça veut dire que l'univers a une histoire. Voilà la grande découverte. C'est encore contradictoire avec ce que disait Aristote. L'univers n'est pas éternel et inchangeant. Il a une histoire. Il a un passé, il a un avenir. Ce sera le métier des astronomes. Leur métier, ce sera de reconstituer l'histoire de l'univers. Voilà la nouvelle tâche
à laquelle les physiciens, les astronomes se sont attelés. Tout ça, ça se passe autour de 1930 à peu près, et depuis ce temps, c'est devenu un objectif majeur de la science, astronomie et physique, parce qu'on peut étudier cette question. On a la chance d'avoir deux outils très importants et très utiles. On peut se poser cette question avec l'astronomie, c'est-à-dire bâtir des télescopes, les envoyer dans l'espace, des télescopes à infrarouge, ultraviolet, tout ça, c'est devenu un métier en soi. Mais on a une autre arme, un autre élément qui est la physique. Parce que la physique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quelles sont les lois qui gouvernent cet univers. Donc, l'association des lois, la connaissance des lois qu'on obtient avec des instruments comme celui-ci, c'est le grand accélérateur du CERN à Genève, qui fait 27 km de diamètre, de circonférence, et qui passe au-dessus de la France, au-dessous de la France et de la Suisse. Avec ces deux instruments conjugués, l'astronomie et la physique, on va essayer, et largement, c'est loin d'être complètement élucidé, mais il y a déjà des progrès vraiment crédibles qui sont faits. On commence à connaître pas mal de choses sur l'histoire de l'univers. Mais en même temps, nous avons aussi des héros qui vont nous servir, qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Deux en particulier sont notables pour leur contribution majeure. Il y a Einstein, évidemment, qui au début n'y croyait pas. D'ailleurs, ça lui a pris un certain temps à y croire, lui aussi, parce que cette idée d'une histoire de l'univers était tellement hors de la pensée des scientifiques qui étaient sûrs que tout ça, c'était statique, ça ne bougeait pas. Et Einstein détestait l'idée d'une histoire de l'univers. Il a même fait tout ce qu'il a pu pour essayer de la combattre. Il n'a pas réussi. Et plus tard, il a dit, c'est mon idée la plus bête que j'ai eue dans ma vie d'essayer de m'y opposer, parce que maintenant, c'est vraiment admis. Alors, avec tout ça, ils ont bâti la théorie du Big Bang. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la théorie du Big Bang? C'est assez simple. Elle dit ceci. D'abord, l'univers est en expansion. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'univers n'est pas statique, il est en expansion. S'il est en expansion, il se refroidit. C'est le même principe que, comme vous savez, quand vous avez un cylindre, par exemple, vous mettez de la chaleur et si vous détendez un gaz, il se refroidit. Et puis, la matière chaude émet de la lumière, donc l'univers devient de plus en plus sombre. Voilà les trois grandes idées. L'univers est en expansion, il se refroidit, il s'obscurcit. Voilà les deux éléments clés de la théorie du Big Bang. Ça va évoluer, bien sûr, on n'est jamais arrivé à un point fixe, mais je dirais en gros, c'est passable, probablement ça va tenir. Ces trois éléments-là, vraiment maintenant, sont prouvés avec une crédibilité qui est à peu près hors de tout doute. Bon, il faut faire attention, on n'a jamais de vérité en science, on n'est pas dans un domaine de vérité. On ne dit pas c'est ça, c'est pas ça, c'est pas des dogmes. On dit c'est crédible. Un esprit critique qui est capable de douter et de poser des questions, vous pouvez lui donner des arguments tout à fait crédibles. Il ne va pas se comporter d'une façon indigne ou crédule s'il admet ces choses-là. C'est à peu près ce que ça dit. Mais encore une fois, jamais rien n'est définitif. Une seule expérience, une seule observation pourrait suffire à annuler tout cela de notre croyance. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 75 ans, jamais une seule observation ne s'est mise en travers de la théorie du Big Bang. Il y a des choses qu'on ne comprend pas en quantité, mais il n'y a pas d'observation qui serait vraiment en contradiction. Qui dirait, par exemple, on a maintenant un âge pour l'univers, à peu près 14 milliards d'années. Si on trouvait une étoile, aujourd'hui on sait dater les étoiles, on en date beaucoup, on n'a jamais trouvé une étoile qui a plus de 14 milliards d'années. Si on en trouvait une, évidemment, l'univers doit être plus vieux que les plus vieilles étoiles. On peut aussi mesurer l'âge des atomes radioactifs, en tout cas l'uranium. On a des âges variés pour les atomes. Jamais on a trouvé des groupes d'atomes dont l'âge dépassait 14, 15, disons 20 milliards d'années. Si on trouvait un atome de 200 milliards d'années, on retourne au laboratoire, on se gratte la tête. Ça, c'est le sort des scientifiques. La science est toujours dans un état provisoire. C'est jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, quel jour on est aujourd'hui? Le 1er mars?
le 1er mars de l'an 2016, la meilleure théorie pour le Big Bang, pour rendre compte du début de l'univers, c'est le Big Bang. Mais peut-être vous verrez demain dans vos journaux, ça me paraît improbable, on ne sait jamais. Hein, on a trouvé une nouvelle étoile, 2 milliards, 200 milliards d'années, ben là, il faut retourner au laboratoire et puis on repart à zéro. Alors voilà donc le premier élément, comme je vous dis, Hubble a eu beaucoup de difficultés, il a fini par être convaincu, Einstein aussi, c'était une longue bataille parce que ça allait tellement contre des idées enracinées qu'il a fallu toute la force des expériences, parce qu'évidemment, en science, c'est l'observation qui est la reine, c'est elle qui décide. Qu'on aime une théorie ou qu'on ne l'aime pas, ça n'a aucune importance. Si la théorie se présente avec des bons éléments de crédibilité, il est raisonnable de la prendre pour acquis, au moins provisoirement. Mais encore une fois, rappelez-vous, le provisoire en science est toujours là. On n'est jamais dans un domaine de dogme. Alors, un autre événement très important pour continuer cette histoire va arriver en 1948. Un astrophysicien russe que j'ai eu comme professeur aux États-Unis, qui était génial, qui s'appelle Georges Gamow, s'est mis à se questionner sur ce qu'il y avait avant. Il s'est dit, bon, très bien, mais 14 millions d'années, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? La question est restée ouverte jusqu'à ce que des ingénieurs de la Bell Telephone, au moment où on envoyait les premiers satellites vers la Lune, moi j'étais justement à cet endroit à ce moment-là, a découvert, des ingénieurs de la Bell ont découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement fossile. Voilà, je crois qu'il mérite aussi d'être présenté. Ils ne cherchaient pas ça du tout, ils cherchaient à garder le contact avec les satellites. Ils ont réussi à reprendre le contact avec les satellites en faisant ces télescopes qui sont là. Ça marchait bien, ça marchait trop bien. Ça marchait même quand il n'y avait pas de satellite. Il continuait à y avoir de la friture qui venait de cet appareil. Et pendant un an, les gens se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils ont pensé que c'était peut-être un tel qui se rasait avec son rasoir électrique dans la pièce en dessous. Il n'y avait personne qui était là. Alors, ils se sont dit, c'est encore les Américains, l'armée américaine qui prépare des armes secrètes. Ils ont pu prendre contact avec Washington, mais non, il n'y avait absolument rien. C'était un rayonnement qui venait de partout dans l'univers et qu'on appelle le rayonnement fossile. Bon, je ne vous donnerai pas là les preuves, ce serait long, mais d'aujourd'hui, on a d'excellentes raisons que c'est le rayonnement qui date des tout premiers temps du cosmos, à une période où l'univers était extraordinairement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux. Rappelez-vous, Big Bang, c'est ça que ça dit. L'univers s'obscurcit, se refroidit. Ben, ça veut dire que dans le passé, il était plus chaud, il était plus lumineux, il était plus dense. Je vais vous montrer une image de ce rayonnement fossile. C'est important que vous le voyez. C'est un document aussi important que le document de Hubble parce que c'est quelque chose, c'est pas une image de synthèse, c'est pas quelque chose de fabriqué, c'est un vrai document qui va vous présenter ce qu'aurait vu quelqu'un qui aurait été présent, pas vraiment au Big Bang, mais pas longtemps après, et qui aurait regardé le ciel. Alors, les couleurs sont des fausses couleurs, parce que c'est pris avec des documents de radioastronomie, et les ondes de radioastronomie ne transportent pas de couleurs. C'est comme votre télévision, elle reçoit du noir et blanc, et elle convertit en couleur. Mais ce que nous transmettent Canal+ ou autres, c'est des ondes qui n'ont pas de couleur. Alors, voilà, donc je vous le dis, les couleurs sont fausses, mais le dégradé de l'image, lui, est réel, et c'est un document extrêmement important. Une grande partie des scientifiques aujourd'hui travaillent à explorer, à exploiter, à essayer de dire qu'est-ce qui nous raconte ce document. Et c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Alors, cette image, c'est essayer de découper dans votre tête un petit carré dans l'image. Vous voyez, je vais découper un carré. Oubliez ceci qui ne fait que semer la confusion. Si vous développez un carré, c'est ça que vous auriez vu dans le ciel à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec ce document? Bien, on a appris quelque chose d'assez fabuleux. Je vais vous parler un peu de l'univers d'aujourd'hui. Nous vivons dans un univers qui est très richement organisé
en structure, en système. Il y a dans notre univers des structures pratiquement à toutes les échelles. Si on commence par les plus grandes échelles, les galaxies, qui est la lumière met 100 000 ans à traverser la Voie lactée, notre galaxie est un système très complexe. Si on va maintenant vers des dimensions plus petites, on trouve d'autres systèmes, les étoiles, il y en a des rouges, des bleus, des jaunes. Et puis ensuite, en descendant toujours dans les dimensions, on va arriver aux planètes, aux comètes, aux satellites. On continue, on arrive à l'admirable variété de la vie sur la Terre. Il y a au moins plus de 10 millions d'espèces vivantes, plantes et animaux qui peuplent la Terre. Il y en a peut-être ailleurs, ça on ne sait pas pour l'instant, mais on sait qu'il y en a sur la Terre. Nous sommes là, nous sommes justement une de ces structures. Ensuite, on va arriver, il y a des animaux de toutes dimensions, à partir des baleines jusqu'aux virus. On continue, on arrive au niveau des molécules géantes, l'ADN, qui sont notre génome. Encore plus petit, on arrive les molécules, petites molécules, l'eau, le gaz carbonique, le méthane, l'ammoniac. On continue, on arrive aux atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène, l'or, l'argent, enfin les 100 éléments de la table de Mendeleïev. On continue, on arrive au noyau atomique, les protons, les neutrons. Et notre univers est donc très richement peuplé en structures de toutes dimensions. Ce que l'étude de ce document montre, c'est que l'univers le plus ancien est sans structure. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ben, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas d'atomes. Il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle des particules élémentaires, qui sont les électrons, les quarks, mais qui n'ont pas de structure jusqu'à nouvel ordre. Et la différence entre l'image qu'on a grâce à cette liste de l'univers des plus anciens et celui que vous voyez quand vous regardez autour de vous, ben c'est l'histoire de l'univers. C'est comment on est passé de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 milliards d'années pour que progressivement cette matière, grâce aux lois de la physique, se soit structurée. Maintenant, on a des dates sur la chronologie. On sait que les premiers noyaux commencent quand l'univers a quelques minutes, les premières galaxies quand il a 100 millions d'années. On est loin de tout comprendre, mais on peut faire une chronologie. Comment apparaissent les protons et les neutrons quand l'univers a 1 millionième de seconde, etc. L'histoire de l'univers, c'est en gros l'histoire de la matière qui s'organise. C'est ça maintenant que l'on voit comme l'histoire de l'univers. Et là, on commence à comprendre de plus en plus. Cela est dominé par le fait qu'il y a des forces dans l'univers. Il y a la gravité, l'électromagnétisme. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est la force électromagnétique, mais je ne vous le conseille pas, vous mettez vos doigts dans une prise de courant. Vous allez voir ce que ça fait. Il y a la force qu'on dit nucléaire faible, c'est celle qui est responsable de la radioactivité bêta, et aussi de l'âge du Soleil, de la durée de vie du Soleil. La nucléaire forte, ben ça vous connaissez, il a fait ses démonstrations déjà. Et donc l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Et comment? Ce qu'on commence à comprendre aussi, c'est comment ça s'est passé. Là, je vais faire une analogie avec des guillemets. Je vais parler d'un personnage mystérieux que je vais appeler la nature. Alors, je dis la nature comme ça, comme on dit la nature. C'est commode pour la pédagogie. Mais la nature, telle que nous la connaissons, elle est très ludique. Elle joue beaucoup. Et quels sont ses sports favoris? C'est d'organiser la matière. Et elle a une façon de l'organiser qui est propre à elle, que nous commençons à connaître beaucoup mieux. On appelle ça les jeux de la nature. Et il y en a un de ces jeux qui correspond beaucoup à un de nos jeux favoris, c'est le jeu de l'écriture. L'écriture, je vous rappelle des choses que vous savez depuis que vous êtes à l'école. Je vais dire B, la lettre B, L, E, U. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre tête? Vous avez vu apparaître la couleur bleue. Pourquoi? Parce que conventionnellement,
quand on met ensemble ces lettres et dans cet ordre, cela réfère à la couleur bleue. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. Quand j'ai dit B, vous n'avez pas pensé à bleu. Il a fallu mettre les 4 lettres dans cet ordre pour que vienne cette idée. Eh bien, ce jeu de l'écriture que les humains ont inventé il y a à peu près 6000 ans, quelque part dans ce qui est maintenant l'Irak et la Syrie, la nature le joue depuis 14 milliards d'années. C'est comme ça qu'elle a progressivement organisé toute la matière. Elle associe les atomes pour faire des molécules, elle associe les molécules pour faire des molécules géantes, pour faire des cellules. C'est son mode opératoire favori. Mettez des guillemets là, quand je vous dis ça, bien sûr. Le jeu de l'écriture. Et ce jeu de l'écriture a une autre propriété, ce sont 2 mots qu'il faut retenir, c'est ce qu'on appelle des rencontres créatrices. Qu'est-ce que c'est des rencontres créatrices? Bien, vous allez voir. Par exemple, je vais prendre de l'hydrogène et de l'oxygène, les considérer comme des lettres. Je vais les mettre ensemble par une rencontre, je vais faire de l'eau. L'eau a des propriétés émergentes. L'eau est un solvant que ne sont pas ni l'hydrogène ni l'oxygène. Tout au long de cette évolution par rencontre, utilisation des forces pour les tenir ensemble, de même que je mettais les lettres l'une à côté de l'autre, je n'avais pas besoin de les accoler, mais ils étaient l'une à côté de l'autre. Les forces de la nature sont précisément les engins qui soudent. Ce qui soude, par exemple, l'hydrogène à l'oxygène, c'est la force électromagnétique. Donc, ces notions jouent des rôles fondamentaux dans l'évolution du cosmos. Rencontre créatrice, propriété émergente et le jeu de l'écriture. Ça, c'est le premier jeu, mais il y en a un autre qui va importer, on va y arriver. C'est propriété émergente. Mais il y en a un autre qui a été énoncé bien avant qu'on connaisse la science par un vieux philosophe qui adorait dire des choses difficiles à comprendre. Il cultivait sa réputation d'être hermétique. Il s'appelait Démocrite. Démocrite écrit il y a 2000 ans, « Tout arrive par hasard et par nécessité ». Les gens lui disaient « ça n'a pas de sens. Si c'est par hasard, c'est pas par nécessité. Si c'est par nécessité, c'est pas par hasard ». On a mis 2000 ans à comprendre, grâce à la physique quantique, c'est celle qui nous a amené à cette conclusion, que la nature joue sur les 2 tableaux. Elle joue sur le tableau nécessité, il y a des lois, la matière est structurée, mais il y a aussi des éléments qui ne sont pas déterminés. Les lois de la physique déterminent partiellement la réalité, autrement ce serait chaotique, mais pas complètement. Et je vais vous en donner un exemple par ceci. Voilà, vous avez reconnu des cristaux de neige. Les cristaux de neige, on aime les regarder, on peut en regarder beaucoup. Ils ont 2 propriétés importantes. La première, ils ont 6 pointes. Ça, c'est ce que dit la loi de la physico-chimie. Elle leur dit, vous aurez 6 pointes. Mais quand cette exigence a été accomplie, elle dit maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse plus. C'est pourquoi il y a tellement de formes de cristaux de neige. En fait, les cristaux de neige se forment dans les giboulées de printemps, des petits cristaux qui se baladent de milieux où il y a plus de vent, plus d'humidité, et chacun de ces trajets va donner une force différente au cristal de neige. Ça, c'est vraiment le jeu favori de la nature. La nécessité toute seule ne fait que de la monotonie, ce sera toujours pareil, il n'y aura pas le choix. Le hasard tout seul ne fait que du fouillis, il n'y aurait aucune structuration. Elle joue sur les 2 tableaux, et c'est ce qui fait, par exemple, ça se reproduit aussi au niveau de la vie. Par exemple, en biologie, les papillons, ils ont un rôle, c'est polliniser les fleurs. La nature aurait pu dire, bon, ben, je vais en faire un exemplaire, un format, puis je vais l'utiliser. Toujours. Ce n'est pas sa façon d'être. Elle est joueuse. Elle est joueuse de sorte que, autour de ce thème, polliniser les fleurs, elle a inventé des milliers, je crois qu'il y a 125 000 sortes de papillons. Si vous avez chez vous des albums de papillons, vous savez jusqu'à quel point il est agréable de les feuilleter, de voir son imagination absolument
formidable. Alors, ces deux éléments ont pour résultat la structuration de l'univers, de la matière, qui est organisée, mais qui n'est pas monotone. C'est la recette de la diversité, c'est la recette de la variété, c'est aussi la recette de la créativité. C'est sa créativité, dans le fond, de créer toujours des choses nouvelles. Et tout ça, ça a pour résultat, chacun d'entre nous, nous sommes un des résultats de ces doubles jeux de la nature. C'est par cet enchaînement de phénomènes stellaires, étoiles, galaxies, collisions de galaxies, explosions d'étoiles sur la Terre, volcans, tout ce que ça prend pour que la vie ait pu évoluer depuis 14 milliards d'années, en passant au niveau des cellules primitives dans l'océan, et ensuite les poissons, les amphibiens, les mammifères, et puis, bon, nous aimons penser que nous sommes le but de la création, mais ça, c'est de l'imagination. Mais en tout cas, il est vraisemblable que le cerveau humain sur la Terre est la structure la plus complexe qui existe. On ne connaît pas de structure qui approche cette complexité, et donc chacun d'entre nous, nous sommes un des résultats de cette longue histoire. Cette longue histoire qu'on va appeler la belle histoire. Parce que tout à l'heure, je vais vous raconter une moins belle histoire. Il faut regarder tous les aspects de la réalité. La belle histoire, c'est que nous sommes des merveilles. Jacques, j'oublie son nom, racontait en tout cas quand il faisait des conférences, il commençait en disant, son nom va me revenir, « Je suis une merveille ». Alors les gens disaient, ben, il se prend pour qui? Mais il disait, mais vous êtes des merveilles aussi, c'est vrai. Il faut bien reconnaître, après tous les déboires que nous avons, que nous sommes des merveilles. Le cerveau humain est quelque chose de fantastique. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit exercice tout à l'heure pour l'illustrer. Nous savons en particulier, nous avons appris dans tout cela le rôle important que jouent les étoiles dans cette histoire. Nous sommes des poussières d'étoiles. Les étoiles dans notre système solaire naissent, de notre galaxie naissent dans la Voie lactée, naissent par des collisions de galaxies. Là, vous avez devant vous deux galaxies en collision. Qu'est-ce que ça fait, deux galaxies en collision? Eh bien, les galaxies, il y en a une ici, voilà le noyau de la première galaxie, le noyau de la seconde. Ça produit un accroissement prodigieux de la formation d'étoiles nouvelles. Toutes les étoiles que vous voyez ici, qui sont, on appelle des étoiles géantes bleues, sont des étoiles qui sont nées du choc et de la compression de ces deux galaxies. Or, ce sont des étoiles qui produisent pendant leur vie l'oxygène. Sachant que nous sommes à 60%, notre corps est fait à 60% d'oxygène, là vous avez un des événements les plus anciens de notre existence, cette collision qui s'est passée il y a plus de 7 milliards d'années peut-être, et qui est responsable de la formation d'oxygène. Il n'y avait pas d'oxygène avant dans l'univers. L'oxygène apparaît grâce à ces étoiles et joue un rôle fondamental. Et quand vous prenez votre douche le matin, vous douchez beaucoup d'atomes d'oxygène qui sont nés dans les collisions d'étoiles comme celle-là. D'autres collisions comme celle-ci apparaissent également, qui ont joué un rôle important. Et puis voilà comment naissent les étoiles. Les étoiles naissent à partir de ces grandes nébuleuses de gaz et de poussière dans la Voie lactée. Et vous voyez ici vraiment un accouchement d'étoiles. Ces petites étoiles nouvelles qui viennent d'apparaître, celles-ci, sont nées à l'intérieur de cette masse de gaz et de poussière. C'est vraiment un accouchement qu'on a devant soi. Voilà une image de la naissance des étoiles. Voilà une image de la mort des étoiles. Cette étoile ici, c'est l'étoile qui est en train de mourir, c'est celle-là. Elle se dépouille de tous les atomes dont elle était constituée, qui sont rejetés à l'extérieur et qui contiennent tous les nouveaux éléments qui vont ensuite se mêler au milieu interstellaire et produire de nouvelles nébuleuses, etc. Voici un exemple de ce jeu de la nature qui est celui des propriétés émergentes. Quand vous mettez ensemble des atomes d'oxygène, de carbone et d'hydrogène sous cette forme et que vous mettez le doigt dessus, ça goûte le sucré. Voilà typiquement une propriété émergente. Cet assemblage produit le sucre.
Des assemblages beaucoup plus compliqués, comme celui-ci, vont produire d'autres phénomènes. Toujours ce jeu d'associer des éléments simples pour faire des éléments plus complexes qui ont des propriétés qui vont aller devenir de plus en plus complexes et qui sont sur la voie, par rapport à nous, à ce que nous sommes, à notre cerveau, pour le prendre comme exemple. Alors, voici une autre rencontre créatrice. Représentez-vous votre âge, votre date de naissance, soustrayez 9 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça. Un spermatozoïde arrive dans une ovule. Rencontre créatrice. Résultat de cette créatrice, propriété émergente, chacun d'entre nous. Voilà à nouveau un exemple de ce jeu de la nature. Et maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de dire « j'existe ». De regarder autour de vous et dire « je suis à une conférence d'astronomie ». Vous venez de faire une des prouesses, peut-être la prouesse la plus formidable, la plus complexe qui a jamais été faite dans l'univers. Bien au-delà de celles qui font gagner des médailles d'or ou d'argent aux Jeux olympiques. Et pour arriver à cette prouesse, il a fallu que les particules dont vous êtes composés, et si vous voulez avoir une idée du nombre de particules, en dernière analyse, c'est des quarks et des électrons, le nombre de particules dans le corps humain, c'est 1 avec 29 zéros. Le corps contient de l'ordre, ça dépend de votre poids un peu, mais pas beaucoup, 1 avec 29 zéros, quarks et électrons. Il a fallu l'association de 1 avec 29 zéros, quarks et électrons pour que vous soyez en mesure de dire « j'existe ». Là, vous avez un bel exemple de ces propriétés émergentes, de cette croissance de la complexité, de cette histoire de l'univers. Donc ça, c'est la belle histoire. On va continuer maintenant. Bon, j'avais mis cette image pour être... C'est la jeune fille à la perle, une image du corps humain, la plus grande prouesse. Maintenant, on va être obligé, parce qu'il faut être réaliste, on ne peut pas s'en tenir à des belles choses agréables à entendre, pour voir la moins belle histoire. Alors, la moins belle histoire, elle n'a pas 14 milliards d'années, elle a peut-être 7 millions d'années. C'est ce que donnent les anthropologues. Il y a quelques millions d'années, 4, 5, 6, difficile d'être précis, il se passe quelque chose en Afrique. Un animal, un chimpanzé ou un voisin, pourquoi lui, on ne sait pas, pourquoi pas un dauphin ou un poisson, c'est lui, qui acquiert une forme supérieure d'intelligence. C'est comme la nature, toujours elle. Vous savez, les fées, dans les contes de fées, ils arrivent avec des baguettes, et la baguette, ils mettent sur la belle au bois dormant, et elle acquiert une qualité. Eh bien, cet animal va acquérir une forme supérieure d'intelligence, bien supérieure à tout ce que les autres animaux ont fait jusque-là. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, c'est un sujet d'étude extrêmement actif, mais comment c'est arrivé, comment en très peu de temps, quelques millions d'années, ce qui n'est rien à l'échelle de l'évolution, cet animal a vu son cerveau croître de 500 grammes à 1400 grammes avec la capacité d'écrire la théorie de la relativité d'Einstein. Vous voyez, entre ce que les chimpanzés font dans la vie courante et la capacité de Pierre et Marie Curie, ou vos héros favoris, eh bien, on va maintenant réfléchir au rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Parce que cette intelligence va beaucoup modifier son comportement et va lui causer des problèmes. Le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Les humains, quand ils apparaissent en Afrique, ils sont faibles, ils sont mal armés. Ils n'ont pas des grandes dents comme les tigres, ils n'ont pas de carapace comme les tortues, ils ne courent pas vite comme les guépards, ils ne volent pas, ils sont bien faibles. Et comment faire pour se défendre? Comment ont-ils pu survivre? On se dit, c'était vraiment mal parti pour nos ancêtres. S'ils n'avaient pas survécu, on ne serait pas là, évidemment. Et ils ont survécu parce qu'ils ont ce cadeau de l'intelligence. Et là, on va suivre un peu ce qui s'est passé entre l'interaction de ces nouveaux personnages et leur intelligence. On va parler de la séquence des armes. Pour commencer, ils font des armes assez primitives. Ils font des dards, des lances. Ça va parce que ça leur permet de survivre.
Ils peuvent chasser, ils peuvent manger, ils peuvent nourrir leurs enfants. Et puis, comme ils sont très brillants, ils inventent des frondes, parce qu'avec la fronde, vous pouvez aller chercher un oiseau dans un arbre, vous n'êtes pas obligé de grimper. Et puis, ils vont inventer des arcs, des flèches, des arbalètes. Ils vont inventer des fusils. Ils vont inventer des mitrailleuses. Ils vont inventer des canons de plus en plus sophistiqués, des chars d'assaut, puis un beau jour, une bombe atomique. Qu'est-ce qu'ils font avec la bombe atomique? Une explosion nucléaire. Et là, je vais vous demander d'essayer de vous souvenir où vous étiez le 26 septembre 1983. On a un peu oublié. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce jour-là, on est passé bien près de disparaître. Voilà un homme qui nous a sauvés. Il s'appelle Stanislas Petrov. C'est sur Internet, si vous ne me croyez pas, ce que je vais vous raconter. Maintenant, c'est reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant la guerre nucléaire. Il était aux commandes de l'arsenal nucléaire de l'Union soviétique. C'est lui qui avait le bouton pour démarrer les ogives nucléaires. Il y en avait 5000, vous vous rendez compte? 5000 ogives nucléaires de chaque côté, des États-Unis, de la Russie. C'est lui qui est responsable. Il reçoit une information venant de son quartier général qui lui dit « Les Américains ont lancé 5 ogives nucléaires. Elles seront ici dans 15 minutes. » C'est le temps que ça prend pour une ogive nucléaire de passer d'un côté à l'autre de l'Atlantique. C'est à toi de décider. Il ne fait rien. Quand on lui demande « Pourquoi tu n'as rien fait ?» Il a été blâmé d'ailleurs. « Pourquoi tu n'as rien fait ?» Parce qu'il a dit « Parce que je n'avais pas envie de déclencher une guerre mondiale. » Voyez sur quoi notre avenir reposait. Sur l'opinion de quelqu'un. Heureusement d'ailleurs, c'était une fausse alarme. Mais lui ne le savait pas. Et là, vous voyez comment le rôle de l'intelligence a changé. Alors qu'au début, c'est lui qui nous a sauvés, ce jour-là, c'est elle, grâce à notre capacité de faire des armes nucléaires, qui aurait pu nous éliminer. Vous voyez, c'est là qu'on voit un peu une motivation de ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est le fait, alors évidemment, vous connaissez, c'est passé à Hiroshima, mais ça n'a pas été plus loin. Là, on voit comment le problème fondamental, c'est nous sommes très, très, très intelligents. Nous sommes capables de faire des armes fantastiques. Nous sommes capables de faire des machines qui peuvent couper les forêts en un rien de temps. Nous avons des possibilités de faire des bateaux de pêche qui prennent des quantités de poissons gigantesques. On pêche 2 fois plus de poissons qu'il s'en reproduit aujourd'hui. Vous voyez, on ne va pas loin avec ça. On est en train de vider les océans. Ce n'est pas des phénomènes naturels. On a depuis longtemps qu'on n'a plus de problème avec les animaux sauvages ou avec le froid ou tout ça. C'est notre propre création. C'est notre propre utilisation de notre intelligence. Et là, on met le doigt sur la question qui peut se poser. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Si cette guerre nucléaire avait eu lieu, on pourrait dire, évidemment, il aurait mieux fallu naître une tortue. Parce que les tortues, ce n'est pas très intelligent. Mais des tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Ils ont traversé des difficultés énormes, des perturbations, des tremblements de terre, des météorites et tout ça. Ils ont réussi. Nous, après 7 millions d'années, on est en plein dans le collimateur. Et si on est encore là, on ne sait pas encore ce qui s'est passé pour que la guerre nucléaire n'ait pas eu lieu pendant la guerre froide. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Il ne faut pas avoir peur de regarder les choses. Il ne faut pas avoir peur de tirer les leçons de ce qui s'est passé. On a vécu pendant 40 ans, il y avait des horloges qui étaient publiées dans les revues scientifiques qui disaient « il est moins 10, il est moins 5 ». À Cuba, il était moins 2. Quand il y a eu toutes ces histoires, on est passé très, très, très près. D'ailleurs, les gens commencent à ressusciter ces horloges maintenant avec la situation qui se passe en Syrie et tout ça. On sent qu'on est en ce moment même dans une situation qui est très dangereuse entre la Turquie, la Syrie, la Russie. Chaque intérêt, et les intérêts sont différents. Nous sommes dans une situation très dangereuse. Alors, évidemment, comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre.
Le train de la guerre nucléaire, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de scénario réaliste d'une guerre nucléaire comme il y en avait pendant cette période, encore que nous avons ce qui se passe en ce moment. Mais il y a un autre danger qui est là, qui est aussi important, c'est évidemment la détérioration planétaire. C'est la pollution, l'acidification de l'océan, le réchauffement climatique. Vous connaissez tout ça. Nos journaux en sont pleins. Il n'y a pas un jour que vous n'avez pas un rapport d'une nouvelle menace dont on se dit comment est-ce qu'on va s'en tirer de tout cela. Eh bien, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que grâce à notre très grande intelligence, notre influence est à l'échelle de la planète. Ce que vous voyez ici, ce qui est en jaune, ce sont les éclairages des villes, les éclairages des autoroutes. Ce qui est en rouge, ce sont les puits de pétrole, les torchères. Ce qui est en mauve, ce sont les feux de forêt en Amazonie, pas en Amazonie, en Afrique, en Amazonie, au Congo. Et ce que vous voyez là de vert, qui peut dire qu'est-ce qui est vert? Vous le voyez. Qu'est-ce qui est vert dans la mer du Japon et qui est visible à 400 km de hauteur? Hein? Le rayonnement nucléaire. Le rayonnement nucléaire, il n'y a pas de lumière. La pêche au poisson. Le plancton, c'est ça. C'est la pêche au lamparo. La pêche au lamparo, c'est une technique de pêche extrêmement efficace. Il y a des milliers de petits bateaux qui sont là et qui pêchent, et c'est ça et autre chose qui ont comme résultat que nous sommes en train de vider les océans. Notre influence est à l'échelle de la planète. Et c'est bien là qu'est le problème. L'acidification, le réchauffement climatique, c'est à l'échelle de la planète. Ce n'est pas confiné à un pays. Il n'y a pas un pays qui est responsable. Nous sommes tous responsables. Et la nouvelle crise qui pourrait nous éliminer, non pas dans 15 minutes, mais dans quelques années ou plus, c'est la crise écologique contemporaine. Tout le monde le sait. On peut dire d'une façon que nous menons une guerre contre la nature. Bien sûr, personne n'a envie de mener une guerre contre la nature. Mais en pratique, nous menons une guerre contre la nature. Et comment on mène une guerre contre la nature? Ben, vous voyez, vous avez des pesticides ici qu'on répand un peu partout. Tout ça, c'est... Si nous gagnons, nous sommes perdus. Nous n'avons pas intérêt à gagner cette guerre. Par exemple, une conférence qui a eu à Bonn en 2008, nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse qui ait jamais passé sur la Terre. On ne connaît pas d'exemple d'autres espèces qui ont éliminé complètement une autre espèce. Nous sommes sur le point d'en éliminer de façon absolument fantastique. Alors ça, c'est le problème qui se pose. Alors maintenant, nous allons dire, essayons de voir est-ce qu'on peut tirer profit de ce qui s'est passé dans le passé. Par exemple, nous savons que nous craignons d'augmenter la température de 2, 3, 4. Vous savez, c'est des discussions qui ont lieu en ce moment. Est-ce que dans le passé, il y a eu des périodes où il a fait plus chaud que ça? Pas à cause des humains, il n'y avait pas encore d'humains. Au temps des dinosaures, il faisait 10 degrés de plus. 10. Il n'y avait pas de neige nulle part. C'était tropical partout. On s'inquiète de doubler la quantité de gaz carbonique, d'effet de serre. Il y a 250 millions d'années, au temps du Permien, il était 15 fois plus élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les espèces qui ont réussi à survivre? Parce qu'il y en a, la preuve. Quelles sont les espèces qui ont réussi à survivre? Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre sur comment arriver à durer? Les tortues, justement, vont nous apprendre ça. Ce que nous apprenons, c'est que les espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter. Ce n'est pas d'être intelligent, même ça ne sert pas tant que ça, puisque ça nous met dans des positions difficiles. C'est d'être capable de s'adapter, de rencontrer et de vivre en harmonie avec la nature. De s'intégrer, ces animaux qui ont survécu, ce sont ceux qui se sont intégrés dans leur écosystème et qui ont cessé de détériorer, de saccager leur planète. Maintenant, c'est clair, c'est ça qui est le problème que nous avons. Arrêtez de saccager notre planète, parce que si nous continuons, nous sommes foutus. Ça, c'est clair maintenant.
Cette politique qui nous vient de loin, qui nous vient de la Bible en fait, et aussi de Descartes, les deux disent « dominez la nature, mettez-la à votre service ». On sait aujourd'hui que ça, c'est la façon d'aller dans le mur. Il faut avoir un tout autre rapport avec la nature, il faut essayer de s'intégrer, de vivre en harmonie avec la nature. C'est ce que racontent maintenant tous les écologistes, c'est arrêter de détruire la nature si vous voulez continuer à exister. Le futur prévisible, qu'est-ce qu'on peut dire du futur prévisible? C'est que la vie va continuer sur la Terre. Nous ne sommes pas en mesure de l'exterminer, même si on cherchait. La vie est extrêmement résistante, robuste, on le sait. Il y a des quantités de vivants qui vivent, on appelle les extrémophiles, qui vivent dans des températures supérieures à 100 degrés, qui vivent dans la radioactivité très intense, qui vivent dans des milieux très alcalins, très acides. La vie est extrêmement robuste et adaptante. Mais pas la vie humaine. Ça n'est pas vrai de la vie humaine. La vie humaine, elle est très fragile, ça prendrait très peu de choses pour nous éliminer. Donc si nous n'apprenons pas à cesser de dominer la nature et de la mettre à notre service, eh bien, nous sommes foutus. Maintenant, ça paraît assez clair. Alors, supposons que ça... peut-être que j'ai abusé du temps, là, comment ça va? Ça va? On peut continuer. Alors maintenant, je vais proposer une petite histoire encore. Imaginons que nous disparaissions. Imaginons que grâce à nos activités et notre manque de soins et tout ça, nous disparaissions. Est-ce que ce serait si grave? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, simple anecdote, depuis le début de la vie sur la Terre, il y a eu des millions d'espèces qui sont apparues et des millions d'espèces qui sont disparues. Donc, est-ce que ce n'est pas simplement comme la réalité? Est-ce que c'est vraiment la peine d'en faire une histoire? Bien, je vais plaider la cause contraire. Je vais plaider la cause contraire à partir du fait que les humains, qui ont fait beaucoup de bêtises, ont fait des choses qu'aucune autre espèce n'a apportées. Et que ces éléments, ces choses disparaîtraient définitivement et que ce serait dommage. Je vais en citer 3. Une simple anecdote. Alors, les 3 éléments, le premier, c'est l'art, c'est la culture, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est la jeune fille à la perle, c'est tout ce qui est de la culture. Vous imaginez bien que si nous disparaissons, les termites n'épargneront pas les Stradivarius. Nous serons éliminés et tout ce que nous avons fait de valable sur ce plan sera éliminé. Les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Donc, premier élément, l'art, la culture. Deuxième élément, la science. Nous sommes la seule espèce qui a pu déchiffrer les lois de la nature, reconstituer le passé du cosmos jusqu'au Big Bang, comprendre la vie, comprendre l'ADN, faire de la médecine pour soigner les gens. Nous sommes la seule espèce qui a réussi à faire ça. Il y a des éléments de médecine chez les singes, maintenant on le sait, mais ça n'a rien à voir avec la découverte des antibiotiques, etc. Donc, premier élément, l'art, la science. Deuxième élément, la culture. Ces très beaux télescopes qui nous permettent d'avoir de belles images du cosmos, vous imaginez bien que ça aussi, ils rouilleraient sur leurs pattes et vous n'auriez pas ces belles images. Le troisième élément, je vais le présenter à partir d'une petite scénette. Ça se passe dans un nid d'oiseaux. Il y a 4 oisillons. 2 sont malades. 2 sont en santé. Les parents nourrissent les oisillons en santé et laissent mourir les oisillons malades. Pourquoi? Bien, les biologistes nous expliquent ça en disant c'est parce que des oisillons malades ont vraisemblablement des gènes qui ne sont pas en bonne santé. Donc, il vaut mieux, pour la poursuite de la lignée, soigner les oisillons en santé, c'est mieux pour l'avenir. Ça, c'est le cas dans toute la vie animale. Chez les humains, voilà une famille. Il y a 2 enfants. Il y a un enfant qui est malade, l'autre enfant est en santé. Les parents s'occupent de l'enfant malade quelquefois plus que de l'enfant en santé. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas rationnel. Il vaudrait mieux soigner l'enfant en santé pour l'avenir de la lignée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que chez les humains,
on ait ce comportement plutôt que le comportement général dans toute la vie. C'est qu'est apparu avec l'évolution ce qu'on appelle la compassion. On souffre de voir les autres souffrir. C'est plus fort que nous. Ça, c'est ce qui est à la racine d'Amnesty International, de la Croix-Rouge, de la médecine et tout ça. Cette propriété des humains est le troisième élément qui fait que l'humanité, à mon avis, mérite d'être sauvée. Quand les lions voient des gazelles malades, ce n'est pas pour les soigner. La Croix-Rouge, Amnesty International, la médecine, tout ça, ce sont des éléments amenés par les humains dont on voit quelques exemples de compassion chez les animaux, mais ils n'ont jamais fait de Croix-Rouge, ils n'ont jamais fait d'Amnesty International. Ça, c'est propre aux humains. Donc voilà les éléments pour lesquels je pense qu'on peut plaider que les humains ne sont pas si nuls que ça. Ils ont fait des choses pas mal dans l'art, la culture, la science. Alors maintenant, je vais aborder, c'est la fin, un autre facteur, un autre événement qui s'est passé. Il y a longtemps que les humains sont conscients du fait que leur comportement est ignoble par rapport aux animaux. Pythagore, par exemple, le déplore en voyant comment les humains se comportent avec les animaux, mais il le déplore, mais il ne fait rien. Le moment où les humains décident qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut s'organiser, ce n'est pas très récent, mais ce n'est pas très ancien. C'est à peu près 1875. Ça se passe en Californie. C'est ce qu'on appelle le réveil vert. C'est à ce moment qu'il y a les premiers parcs animaliers, Yellowstone, Yosemite. C'est un moment où il y a des législations. Des gens, alors voici un autre de nos héros, John Muir, on n'en parle pas beaucoup, mais je crois qu'il le mérite. Il est un des champions de ceux qui ont obtenu de Washington des législations pour préserver la vie animale. Ça, c'est important. Ça va se développer. Voici un groupe de gens qui ont été très actifs dans tout cela. Plus récemment, il y a eu Rachel Carson, Silent Springs. Là, on est en 1960. 1960, on emploie du DDT partout contre les moustiques. Elle écrit ce livre qui s'appelle Silent Spring. Ça veut dire, si vous continuez, il n'y aura plus d'oiseaux au printemps. Donc, le printemps sera silencieux. Elle réussit à convaincre Kennedy. Elle est allée voir Kennedy lui-même. Elle a réussi à le convaincre Kennedy de faire une législation pour interdire ou du moins réguler l'emploi du DDT. Ici, en France, il y a eu le commandant Cousteau qui a également agi à une période au début de l'ère nucléaire où on jetait simplement les résidus nucléaires dans l'océan. Et c'est lui qui a réussi à ce qu'on arrête ces phénomènes, ces comportements. Alors, il y a eu à partir de là tout l'historique de la préservation de la nature, les conférences de Rio, de Johannesburg, Copenhague, qui ont tout apporté. C'est jamais satisfaisant, mais c'est toujours des premiers pas et on ne peut pas compter qu'on va régler les problèmes tout d'un coup. L'historique de la préservation de la nature, 1892, c'est Sierra Club, c'est le début en Californie. Ensuite, il y a eu l'UICN, France Nature Environnement, Humanité et Biodiversité. Et je vais terminer en parlant de la COP 21. La COP 21, comme vous savez, a eu lieu en novembre, ici à Paris. Quel bilan peut-on faire de la COP 21? Voilà le bilan qui semble sortir. C'est un grand moment. Ça a été décevant. Il y a eu beaucoup de choses décevantes. Mais il y a eu lieu un événement qui n'avait jamais eu lieu dans l'humanité. 195 pays se mettent d'accord pour dire qu'il y a un problème. Et c'est un problème majeur. Ça, c'est nouveau. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, un accord à l'échelle mondiale. C'est le premier pas vers ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire des législations, mais pas des dictatures. Ça a eu lieu. Bien sûr, les Romains, ça a bien commencé. Ils ont fait des démocraties, puis un beau jour, ils ont fait des dictatures. C'est arrivé en Russie, ça a très bien commencé avec de bons sentiments, le communisme, tout ça. Mais évidemment, quand Staline et compagnie sont arrivés, ça s'est un peu détérioré. Là, une gouvernance, c'est quelque chose qui est une législation à l'échelle de la planète, qui a des pouvoirs, qui n'est pas simplement consultatif, mais qui en même temps est participatif et démocratique. Ça, c'est ce qui a été acquis pour la première fois
Alors, ce que ça va donner, on verra. Ce n'est pas évident, mais en tout cas, c'est un pas très important. Je vous donne un exemple. La mer, l'océan. Sur la mer, il n'y a pas de législation. Vous faites ce que vous voulez. Dès que vous êtes sorti des eaux territoriales, vous pouvez faire des pêches qui raclent les fonds des océans, ramasser tous les animaux qui sont là. Rien pour vous en empêcher. Donc, c'est un des lieux les plus importants aujourd'hui, les plus menacés par l'absence de législation. Nous avons à peu près 200 pays, avec chacun leur gouvernement, qui ne s'entendent pas du tout, qui ont des intérêts différents. Il est fondamental, si on veut que la vie continue, pas la vie, mais l'humanité continue sur la planète, qu'on arrive à un moyen d'avoir une gouvernance. Eh bien, il faut se réjouir quand il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà un premier pas dans cette direction. Voilà. Sur cela, je vous laisse. Bonne soirée. Merci beaucoup Hubert Rims pour cette conférence. Y a-t-il des questions, des commentaires dans la salle? Nous avons un petit peu de temps. Donc levez le bras si vous voulez intervenir et on peut vous passer le micro. Vous pouvez aussi donner des opinions. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est intéressant d'avoir un forum. L'évolution, notre apparition sur la Terre, notre physiologie, même nos réactions socio-biologiques, la vie économique, en fait, tout repose et tout est régi par les lois de la thermodynamique et la loi d'action de Mars et la loi de Le Chatelier. Et par conséquent, c'est absolument inévitable. Par conséquent, les mesures qui sont à prendre, les mesures que vous préconisez pour éviter les catastrophes qui nous attendent, doivent absolument impérativement prendre en compte ces lois pour mettre en jeu les moyens qui sont nécessaires. Sinon, ils sont voués à l'échec. Mais en pratique, ça veut dire quoi? En pratique, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en pratique, ça va se présenter. Lorsqu'on prend des mesures, et ça, on l'observe, le défaut du manque de prise en considération de ces lois se remarque. Quand on prend des mesures, on s'aperçoit quelquefois après coup que ces mesures ont entraîné des effets qui étaient quasiment aussi néfastes dans un autre sens que les décisions qui ont été prises. D'accord. Mais j'aimerais que vous me citiez des cas concrets de ce qu'on pourrait faire. C'est bien d'avoir des bonnes idées, mais on ferait quoi à partir de la thermodynamique? C'est bien, mais il faut être concret. On est devant des problèmes très concrets, pas des problèmes théoriques. Donc, si vous permettez, j'ai une question. Oui, je vous en prie. Est-ce que le fait que la vitesse d'expansion de l'univers soit croissante exclut la théorie, l'hypothèse que l'univers pourrait respirer et par conséquent s'étendre et puis se recondenser à nouveau? Oui. Alors là, il y a une question qui est fondamentale et auquel on n'a pas de réponse. On sait qu'est-ce qui produit l'accélération de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire. C'est vraisemblablement une courbure de l'espace ou quelque chose comme ça. Ce qu'on ne sait pas, si cette énergie noire est constante, décroissance ou augmentant. C'est ça qui est toute la différence. Selon qu'elle change dans un sens ou dans l'autre, on aura les deux possibilités. Comme on n'a aucune donnée, il y a des expériences qui se préparent aujourd'hui, ici même à l'Institut d'astrophysique, pour essayer de déterminer son comportement. Est-ce qu'elle augmente ou si elle diminue? Et bon, on en a pour des années, mais c'est une question cruciale, oui, bien sûr. D'autres questions, commentaires? Ici. Bon, merci pour votre conférence. Je voudrais poser une petite question technique. Vous avez évoqué, si j'ai bien compris, que dans une période géologique antérieure, il y avait une teneur en gaz carbonique 15 fois supérieure à celle qu'il y a aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on a une idée de ce qui a fait décroître cette teneur en CO2 pour arriver aux 300-400 ppm que nous avons à l'heure actuelle?
La réponse, c'est oui, mais je ne m'en souviens pas. C'est assez technique, mais vous trouverez ça dans la littérature. En fait, c'est assez hypothétique aussi. Quelles sont les causes des grandes extinctions? Généralement, c'est par exemple quand un nouveau continent s'ouvre, que le nombre de rivages augmente. C'est souvent relié à des phénomènes géologiques qui sont reliés à la tectonique des plaques. La tectonique des plaques joue un rôle très important dans ces variations climatologiques. Mais je ne connais pas exactement la réponse. Et aussi, je vous dis, c'est discuté. Rien de cela n'est vraiment généralement admis par tout le monde. C'est des domaines de recherche très actifs. Une autre intervention? Oui. Oui, merci pour la conférence. Il faut savoir que vous, en tant qu'homme de science, et tous vos confrères, vous avez cité des associations qui défendent l'écologie. Est-ce que vous, en tant qu'homme reconnu, scientifique reconnu, vous avez bien sûr alerté tous les politiques et ainsi de suite. Est-ce que la science peut avoir un poids plus conséquent pour nous sauver, on va dire? Oui, c'est toujours des choses concrètes. Par exemple, un événement qui vient de se passer, c'est que ce gouvernement s'est décidé, après l'avoir promis, d'avoir fait traîner aussi longtemps qu'il pouvait, l'Agence nationale pour la biodiversité. Ça, c'est important parce que dans ce pays, il y a plusieurs agences qui s'occupent de biodiversité de façon différente, soit les pêcheries de grands fonds, soit les parcs nationaux, soit tout ça. Et ces gens travaillent sans aucune unité, aucune unification. Et là, on a réussi, ça vient de se passer, à avoir une agence nationale qui est un peu comme l'ADEME pour l'énergie. C'est-à-dire qu'on regroupe tous les gens qui sont compétents pour avoir un comportement qui soit efficace. Donc, c'est des mesures comme ça. C'est des mesures comme ça, concrètes. Ce n'est pas un grand problème théorique, c'est 1 million de petits problèmes. Et bon, les gouvernements nous écoutent quelquefois quand ça les intéresse, mais je crois qu'il y a vraiment des progrès. Moi, je suis assez positif. Par exemple, d'ailleurs, c'est pas les gouvernements qu'on peut attendre des solutions. Les gouvernements, ils prennent le train en marche quand ça marche bien. C'est des villes. Les municipalités, aujourd'hui, sont extrêmement participatives. Par exemple, la plupart des villes ont interdit les pesticides dans les terrains des villes, ont des comportements, vraiment, il y a des choses vraiment encourageantes au niveau des villes en France, au Canada, pas dans tous les pays du monde. En Europe du Nord, oui, beaucoup. En Afrique du Nord, il faut dire que là, c'est pas génial. Une autre intervention? Oui. Moi, j'ai une question. C'est juste, vous parlez de ville, est-ce qu'il y a des initiatives similaires par rapport aux sociétés privées? Oui, beaucoup de sociétés privées ont maintenant compris que c'était même leur intérêt financier d'être écologique. C'est le cas de Silicon Valley aux États-Unis, qui ont maintenant des comportements très écologiques et qui sont aperçus qu'ils étaient gagnants, alors qu'ils pensaient qu'ils sacrifiaient leur intérêt. C'est pas vrai. Ça demandait de revoir les problèmes en détail et de trouver des nouvelles solutions. Ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre la voie à l'innovation. Et au point de vue boulot, au point de vue embauche, vraisemblablement, ça va être des ouvertures de beaucoup de travaux, de métiers nouveaux. Donc il faut plutôt voir les aspects positifs et essayer d'être confiant parce qu'on n'a pas le choix. Une autre intervention ici au premier rang? Bonsoir. Vous nous avez parlé de l'avenir de la vie sur Terre. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de l'humain en dehors de la Terre? Ah, oui, même du présent. Oui, alors, question, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? C'est ça la question que vous voulez aborder, c'est ça? C'est plutôt, est-ce qu'on va réussir à coloniser une autre planète ou s'exporter? Alors ça, pour moi, c'est la mauvaise solution. Parce que si on ne corrige pas notre comportement ici, on va juste le transporter ailleurs. Il faut commencer par trouver un comportement écologique ici,
avant d'aller ailleurs. Puis de toute façon, c'est tellement loin, puis c'est tellement petit que c'est irréaliste de penser qu'on puisse, avec des arches de Noé gigantesques, transporter tous les habitants de la planète. Puis autrement, ben, qui va choisir? Moi, je n'y crois pas beaucoup. Une autre question ici. Bonsoir. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à l'instant. Le problème, c'est que vous nous avez parlé des, disons, des éléments qui valent la peine de conserver l'espèce humaine, donc l'art, la culture, la science, la compassion. Le problème, c'est que si on prend le cas de la vie sur Terre, mais également ces éléments, si on ne s'exporte pas, on a quand même la certitude que de toute façon, tôt ou tard, tout ça disparaîtra. Donc ça vaut peut-être la peine d'aller ailleurs, ne serait-ce que pour sauvegarder la vie et également tout ce que l'espèce humaine a construit. Ah, mais là, je suis d'accord. Je suis d'accord pour des voyages interplanétaires, bien sûr. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est presque dans la nature humaine. Les humains aiment explorer, aiment faire du nouveau. Ils l'ont fait depuis le début. Ils ne vont pas s'arrêter tout d'un coup comme ça. Je crois que ça va continuer. Mais ce n'est pas la même chose que d'attendre la survie de l'humanité, des voyages interstellaires. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait dire que de toute façon, c'est condamné? C'est ça, le seul élément dont on peut dire... Mais encore, oui, le Soleil, mais c'est dans 5 milliards d'années, on a le temps de respirer. Une autre intervention ici devant. Bonsoir, merci. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de l'impact des déchets nucléaires, des poubelles qu'il y a notamment dans les océans. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et quelle incidence ça va avoir sur l'être humain? Parce que ça a une incidence sur la faune au fond des océans, mais on a fait la même chose sur Terre, dans certains endroits, notamment en Afrique du Nord. On a fait des explosions nucléaires, on a fait des explosions nucléaires à Mururoa aussi, nous les Français. Donc, et d'autres pays ont fait les mêmes choses. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant sur du long terme? C'est un problème majeur. Le problème des déchets nucléaires n'est absolument pas réglé. Moi, quand j'étais étudiant, ça fait un moment, on était tous en faveur du nucléaire. On disait, c'est l'avenir, c'est la fin de la pauvreté dans le monde, ça paraissait très, très glorieux. Mais on disait, mais les déchets nucléaires, et les gens disaient, ouais, mais on a tout le temps qu'il faut pour résoudre le problème. Ben, 75 ans plus tard, il n'est pas encore résolu. Il n'y a pas, même aux États-Unis. Aux États-Unis, la montagne Yucca, qu'on entrevoyait comme un endroit, un dépositoire pratique, eh bien, c'est remis en question. Obama l'a remis en question. On n'a pas de solution aux déchets nucléaires, sauf de les exporter dans les pays pauvres. Ben, ça, c'est pas une solution. Bonsoir et merci pour votre conférence. Une question par rapport à la présence de l'homme sur Terre. La population augmente. Comment est-ce que vous voyez la vie sur Terre à 9 ou 12 milliards d'humains? C'est un problème majeur aussi. La seule solution qu'on connaisse qui marche, c'est l'éducation des femmes. Dans les pays où les femmes sont éduquées, les taux de naissance diminuent. Ça a été le cas dans le sud-est asiatique, très fort, hein, tellement que les Chinois, maintenant c'est un problème. Ça a été le cas en Amérique du Sud, où on a vu très rapidement les taux d'enfants passer de 8 femmes par enfant à même que dans certains cas, inférieur à 2. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Non. Tandis qu'en Afrique, au sud du Sahara, dans la région du Sahel, là, le problème, là, c'est plutôt les cultures, les traditions religieuses pour lesquelles c'est important. Quand vous avez affaire à des traditions religieuses, c'est beaucoup plus difficile. Mais à tout coup, on sait que toutes les autres méthodes de contrôle des naissances n'ont jamais marché. La seule qui marche, c'est ça. C'est relier beaucoup aux femmes et ce que les femmes veulent.
Et si elles sont gardées dans l'ignorance et dominées par les hommes, ça ne marche pas. Mais est-ce que ça suffira? Puis il y a aussi le fait qu'on est déjà à 7,2 ou 3 et que jusqu'où on peut aller, ça c'est une grande question. C'est un problème majeur, la population. Il n'y a pas de recette connue pour le contrôler, sauf celle-là. Excusez-moi, moi je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit... Je suis là. Je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit le problème des femmes, c'est le problème des hommes. J'ai pas dit que c'était le problème des femmes. J'ai pas dit que c'était le problème des femmes. J'ai dit c'est à cause, c'est relié à l'éducation. Mais pourquoi les femmes ne sont pas éduquées? Oui, ça, vous avez raison, bien sûr. Mais bien sûr. Les femmes, on se bat et on s'est battu longtemps et on se bat encore. Il y a des endroits où les femmes n'ont pas le droit à la parole. Mais oui. Ce sont les hommes, ce ne sont pas les femmes. Il faut peut-être les éduquer, ces messieurs. Alors j'ai une question devant par un homme, excusez-moi. Monsieur Rie, imaginez que vous soyez nommé président de la Terre. Quelle serait votre première action pour la sauver? Dieu m'en garde. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la question de la taxe carbone est un élément important qui a failli être accepté. Ce serait une étape importante. Que les gens qui polluent, pollueurs, payeurs, vous avez le droit de polluer, d'ailleurs, on est obligé, on n'a pas envie d'arrêter de vivre. Imaginez qu'on vous dit que vous mettez toutes vos voitures au garage, hein, comment est-ce qu'on réagirait? Il faut être réaliste aussi, il ne faut pas rêver. Je crois qu'effectivement, il y a cette question on peut polluer, c'est nécessaire. La vie pollue, ça c'est sûr. Mais il faut que ça soit compensé, que ceux qui choisissent de polluer beaucoup compensent beaucoup. C'est ça une taxe carbone. Une des dernières interventions devant? Merci. Vous nous avez dit qu'il fallait essayer de vivre en harmonie avec la nature. Comment pourra-t-on vivre en harmonie avec la nature quand 80 ou 90% de l'humanité vivra dans des mégapoles, des grandes villes, sans contact avec la nature? Les villes ne sont pas nécessairement... Aujourd'hui, on compte beaucoup sur les villes pour être des lieux où on retrouve la nature. Ramener la nature en ville, et ça se fait un peu partout. Il y a des grands mouvements de jardins, de ruches, de ci et de ça. Beaucoup de villes maintenant, puisqu'on se rend compte que de toute façon, c'est inévitable. On sait que dans quelques décennies, plus de la moitié des gens vivront en ville. Il y a cette politique qui consiste à accommoder. Et tout ça, c'est possible, et ça se fait beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? C'est toujours la question qui est derrière. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est rapide? Il y a des progrès, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est rapide? Ça se voit à l'usage. Mais les villes ne sont pas nécessairement destructrices si elles sont bien gérées. Une intervention ici? Bonsoir professeur. En fait, j'ai deux questions. La première, pour rebondir sur la COP21, puisque vous avez terminé par ça, vous dites qu'elle est décevante, mais en même temps c'est un seuil. Et à partir de là, est-ce que la communauté scientifique pense que ce seuil nous permet de rester optimistes dans l'avenir proche de l'évolution de l'humanité, ou est-ce que c'est plutôt un sentiment de pessimisme qui doit nous convaincre à aller plus loin et à faire davantage? Bon, ça, évidemment, ça dépend des gens. Vous avez tous les cas de figure. Moi, je pense que la position qu'on doit prendre, c'est de faire comme si. À partir du moment où on dit que c'est foutu, c'est foutu. Quand on baisse les bras, c'est foutu. Il faut volontairement et volontaristement faire comme si c'était possible. Personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans. Ça pourrait être bien meilleur, ça pourrait être bien pire. Il faut faire comme si c'était bien meilleur. C'est l'attitude qu'on doit prendre. Moi, je compare ça beaucoup à l'attitude de Churchill au début de la guerre. C'est de dire, on refuse, on ne veut pas en entendre parler. Churchill, c'est celui qui met le pied par terre et qui dit à Hitler, non.
Il faut avoir cette attitude. Et je crois que cette attitude s'impose aujourd'hui. L'État est effectivement, la situation est effectivement grave, il faut bien le reconnaître. Mais on ne y arrivera que si, à force de courage et de volonté et de... Oui. Merci. Et ma deuxième question, professeur, c'était, on parlait tout à l'heure de la limite de 5 milliards d'années qui est celle de notre étoile, du Soleil à peu près. Mais est-ce qu'il n'est pas prévu une collision entre notre galaxie et Andromède à une échéance beaucoup plus brève? Et étant donné que notre système solaire est plutôt sur la périphérie de notre galaxie, est-ce que c'est pas quelque chose qui est plus prégnant? C'est-à-dire on ne sait pas très bien, ça pourrait être complètement inobservable. C'est pas du tout sûr que ça va être catastrophique. Effectivement, on prévoit qu'Andromède nous rentre dedans dans 4 milliards d'années. C'est pas beaucoup moins, mais quand même, vous direz 1 milliard, c'est quand même 1 milliard. Ça compte. Mais il y a tellement de vide entre les étoiles qu'on ne sait pas quel serait l'effet, mais ça pourrait être totalement inobservable. C'est pas sûr. Tandis que le Soleil, ça, c'est pas mal plus sûr. Peut-être une dernière question, tout là-haut? Le Soleil commencera à chauffer avant 5 milliards d'années. Une dernière question ici? Oui, je vous écoute. Vous avez dit que l'univers est en expansion. Mais alors comment se fait-il que des galaxies puissent se rencontrer? C'est bien, j'aime bien quand on pose cette question parce que je dis, il y a des gens qui suivent. Effectivement, ça a l'air paradoxal. Pas du tout. Les galaxies sont soumises à deux forces différentes et contradictoires. D'abord, elles s'attirent, c'est la gravité, comme tout le monde. Les galaxies s'attirent. S'il n'y avait que ça, évidemment, elles seraient toujours dans des trajectoires de collision. Mais il y a aussi l'expansion, qu'on appelle aussi le courant de Hubble. C'est ce courant très généralisé qui les éloigne. Alors, ce qui se passe, c'est quand deux galaxies sont proches l'une de l'autre, la gravité l'emporte sur le courant de Hubble. Quand elles sont loin, c'est le courant de Hubble qui l'emporte. De sorte que les galaxies qui vont entrer en collision sont celles qui sont proches. Et d'ailleurs, Andromède, c'est notre première voisine, ou la seconde. Ça l'intéresse, ces collisions de galaxies ne se passent qu'entre celles qui sont assez proches pour pouvoir contrebalancer le courant général. C'est comme les enfants qui courent dans le métro, vous savez, dans le métro, vous voyez les enfants qui courent sur les tapis roulants. Ben, s'ils courent lentement, ils ne progressent pas. Pour progresser dans le sens opposé, il faut courir vite. C'est pareil. Il faut qu'elles soient rapprochées pour que la force soit assez intense pour les amener à s'approcher plutôt que d'être entraînées dans le grand courant général. Il y a un courant général et il y a des courants particuliers selon la position des galaxies. Allez, toute dernière question. Allez. Oui, parce qu'on nous dit aussi que le Soleil va commencer à chauffer dans 5 milliards d'années. Il sera beaucoup plus chaud que maintenant. Il se réchauffe déjà. Oui, il y aura peut-être plus de vie, hein, Ah ben, ça, on ne sait pas. Eh bien, je vous propose d'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci.